Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de la Côte Imo, rendez-vous sur l'immobilier et l'économie de la ville, en direct avec Bismart et Radio Imo et Nicolas Panier. Bonjour Nicolas. Bonjour Sylvain, ravi de co-présenter cette émission avec vous. Alors du lundi au vendredi, Nicolas, des débats, des analyses autour de la fabrique de la ville et de l'immobilier en général. Et aujourd'hui, pour vous aider à comprendre l'actualité, dans une optique tout IMO, tout éco, on va parler de l'actualité du green. Chaque jour, vous aurez un fond thématique sur lequel on vous donnera les clés de lisibilité et les clés de compréhension. Green Deal européen, loi climat, les injonctions environnementales ne manquent pas. Elles-mêmes, elles s'empilent. Les agendas s'affolent 2024, 2030, 2050 et les échéances s'accumulent. Objectif, un bâti au bilan énergétique nul, une économie de CO2 et un immobilier propre. Alors l'immobilier, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national, Sylvain, et c'est aussi le secteur le plus consommateur d'énergie, comme on peut le voir sur l'infographie. C'est 45% devant les transports, et on va recevoir deux experts pour en parler, Sylvain. Alors, pour nous en parler effectivement, nous avons deux invités. Sylvain Boja, cofondateur de Vestac, qui est spécialisé en construction bas carbone, et Thomas Cotinet, chef de l'Ecolab, qui abrite la Green Tech Innovation, cette pépinière au ministère de la Transition écologique, consacrée aux startups écologiques, justement. C'est donc un enjeu écologique, évidemment, mais aussi économique. Ces passoires thermiques qui plongent des milliers de familles dans la précarité énergétique et qui grèvent les finances même de certaines entreprises. Pour atteindre les objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour une croissance verte, il faut que l'immobilier hexagonal atteigne un niveau de performance énergétique aux normes bâtiments basse consommation d'ici 2050. Alors justement, Nicolas, le premier levier pour y parvenir, c'est la rénovation. Un volet ambitieux, très ambitieux, trop peut-être, qui prévoit, tenez-vous bien, 500 000 logements améliorés par an. Pour ce faire, l'État, via le plan de relance, a décidé, avec la crise du Covid, de mettre sur la table presque 7 milliards d'euros, 6,7 milliards exactement, pour la période 2021 et 2022. Dans le détail, ce sont 2 milliards d'euros affectés au logement via MaPrimeRénov', devenue France Rénovation au 1er janvier 2022, 4 milliards d'euros destinés à la rénovation des bâtiments publics, 500 millions pour le parc locatif social et enfin 200 millions pour les TPE et les PME, Nicolas. Et alors justement, Sylvain, derrière ces chiffres, on le voit, il y a des opportunités pour les entreprises. La Fédération française du bâtiment a mesuré le marché potentiel à 14 milliards d'euros par an jusqu'en 2050. Une aubaine pour les géants du secteur, c'est sûr, mais peut-être aussi l'occasion pour les green tech de se faire connaître et reconnaître et surtout de s'installer durablement dans le paysage de l'immobilier. C'est justement le sujet de notre première interview dans la Côte Imo. Dans quelques instants, nous recevrons justement une Green Tech dans Green Imo. Voilà, rebonjour à toutes et à tous. Et dans la Côte Imo, Green Imo, c'est bien le sujet du jour. Nous accueillons notre premier invité, Nicolas, c'est Sylvain Boja. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. On est ravis de vous avoir sur le plateau parce que vous êtes un spécialiste de la construction, Sylvain, de l'immobilier et de l'urbanisme. Et vous êtes également un entrepreneur. Vous avez créé votre entreprise en 2019 et vous vous êtes engagé pour des villes durables et une construction plus respectueuse dans l'environnement. C'est bien le sujet du jour. Vous avez fondé à cet égard Vestac avec deux anciens d'Unibail-Rodamco Westfield, Sketchfab et McKinsey. Alors, première question, Sylvain. Un quart des émissions de gaz à effet de serre, on l'a rappelé tout à l'heure, au niveau mondial, c'est le deuxième émetteur de carbone après le transport, sont liés au secteur donc, du bâtiment. Est-ce que, très concrètement, on a une vraie prise de conscience du secteur ? Est-ce que ce secteur s'est réellement bien pris et a saisi l'urgence et la nécessité de se transformer ? On n'en a pas toujours l'impression. Je pense qu'au fur et à mesure, le secteur prend conscience de manière volontaire. On a vu des leaders qui avaient pris la mesure en fait, des enjeux en termes de construction bas carbone, mais également d'exploitation bas carbone et derrière également de déconstruction des bâtiments. Il faut jouer sur les trois parties du cycle de vie. Les autres, ils viennent de manière un peu contrainte, mais c'est à ça que servent les réglementations. On l'a vu depuis le 1er janvier, nous avons la RE 2020 qui est entrée en vigueur, qui pousse à une réflexion sur l'ensemble de cycle de vie du bâtiment. Alors justement, vous avez évoqué la RE 2020. On peut aussi évoquer la loi climat et résilience qui a été adoptée le 21 août 2022. Alors, le 2021. Décarboner
la totalité du parc immobilier, c'est un objectif qui a été fixé par l'État. Et d'ailleurs, le calendrier de la rénovation énergétique sur le bâti ancien a été fixé définitivement. Ça a déjà commencé au 1er juillet, ça va commencer au 1er juillet avec le gel des loyers pour les étiquettes F et G en termes de rénovation. Ensuite, on a un deuxième chantier 2028-2034 où on estime environ à 4 800 000 les passoires énergétiques. Le neuf a déjà fait finalement sa mue à ce niveau-là. Très concrètement, quand on voit ce calendrier contraint, est-ce que ça vous paraît réaliste d'avoir un échéancier aussi court fixé par le gouvernement ? L'échéancier est court, mais il y a une urgence climatique. On ne peut pas prendre encore 20, 30, 40 ans pour résoudre ce problème-là. Il y a effectivement un travail considérable à faire sur le parc ancien, et je vous rejoins, la barre est haute. Mais l'enjeu derrière, c'est également de mettre des moyens et des ressources adaptées pour pouvoir faire cette transition. Je pense que ce qui a été fait avec MaPrimeRénov' ces dernières années a été couronné de succès. Je comprends que cette démarche va continuer et va s'amplifier au cours des prochaines années. Donc on attend de voir ce qui se passe avec les nouveaux projets de loi de finances. Mais il est sûr que pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut continuer à amplifier cet effort. Derrière, la rénovation du parc ancien n'est pas tout, parce qu'on a besoin de 400 000, 500 000 logements neufs par an en plus. Et là-dessus, il y a également un calendrier qui est cranté et qui va nécessairement remettre la barre un peu plus haut chaque année. Ça paraît tout à fait irréaliste en réalité, puisque sur les 800 000 dossiers générés par MaPrimeRénov', donc devenu France Rénovation au 1er janvier 2022, les 2/3 des dossiers traités, ce sont des maisons individuelles. Les 2/3. Donc on voit bien que le logement collectif, aujourd'hui, n'est pas vraiment prêt à aborder cette transition énergétique. La seule question qu'il faut poser, c'est comment on fait pour loger les Français. Je pense que il y a un travail à faire effectivement sur les copropriétés, qui aujourd'hui n'étaient pas les principales bénéficiaires de MaPrimeRénov', donc travailler sur l'adoption de ces mesures-là, sur les différents types de travaux qui peuvent être mis en place à cette échelle. Et là-dessus, on va voir ce qui se passe effectivement sur les prochains mois. Mais c'est la nouvelle frontière pour moi de la rénovation énergétique. Et après, il y a évidemment tout un enjeu du comment, au-delà des moyens. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rendre ces rénovations efficaces d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique ? Parce que si jamais, comme on a pu le voir au début de la transition vers MaPrimeRénov', la rénovation énergétique d'une maison individuelle coûte 60-70% du coût de cette maison, il y a une vraie réflexion de fond à avoir sur la pertinence de ces travaux. Retour peut-être sur l'activité de Vestac, Sylvain Baujas. La promesse finalement de Vestac, c'est de réduire l'empreinte carbone des constructions immobilières. Quand on se promène sur votre site, en fait, on voit qu'il y a 2 axes principaux. C'est déjà les matériaux utilisés et c'est la construction que vous appelez modulaire. Alors de ce que j'ai compris de la construction modulaire, c'est on ne construit pas sur site, mais on construit ailleurs des modules qu'on va ensuite empiler finalement pour créer un immeuble ou des logements. En quoi ce système de construction modulaire peut réduire l'empreinte carbone des bâtiments, ou en tout cas de la construction de ces bâtiments? Alors, je pense qu'il y a aujourd'hui 3 enjeux pour arriver à opérer cette mue vers une construction neuve bas carbone. Il y a évidemment les matériaux qui sont utilisés, il y a les processus de mise en œuvre de ces matériaux, comment est-ce qu'on fait pour les assembler, sur qu'on génère moins de chutes, moins de déchets. Et puis derrière, il y a la qualité des assemblages pour garantir la performance notamment énergétique sur la durée de vie du bâtiment. Sur ce volet numéro 3, d'ailleurs, il y a déjà des règles très strictes et une réglementation très stricte. En revanche, sur la construction, sur la manière de construire, c'est là où c'est un peu plus à l'appréciation finalement des promoteurs. Tout à fait. Et du coup, le modulaire, de mon point de vue, est la solution pour pouvoir mettre en œuvre des matériaux plus vertueux, sans entraîner de surcoût. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, construire bas carbone, avec notamment des matériaux décarbonés comme matériaux de structure pour remplacer le béton, qui représente 8% des émissions de CO2 mondiales, ça entraîne des surcoûts. Ça entraîne à peu près 15 à 20% de surcoût. Évidemment, en lien avec les augmentations de prix des matières premières aujourd'hui, ou même avant, sans parler de ça, d'accord. Non, effectivement, ça empire encore de jour en jour. C'est simplement que le bois, les matériaux biosourcés coûtent plus cher que le béton, évidemment. Personne n'est prêt à payer plus aujourd'hui pour ces surcoûts, ni vous, ni moi en tant que consommateurs finaux de logement. Et le problème, c'est que les industriels de la construction n'avaient pas fait leur mue. On est dans une des institutions les plus archaïques, en fait, ou artisanales. Et c'est pour ça qu'il faut industrialiser ces processus, digitaliser d'une part la conception et recourir à une construction modulaire
préfabriquer certains des éléments de panneaux de plancher et de murs hors site. Et alors juste pour finir sur le modulaire, en fait, si je comprends bien, la promesse du modulaire, c'est l'industrialisation de cette construction avec des matériaux biosourcés, puisqu'on les construit finalement en atelier et qu'on vient les assembler, et donc on peut en construire plus et faire des économies d'échelle avec cette façon de construire, c'est ça ? Tout à fait. Ça permet de penser le bâtiment dès le début en fonction de son mode constructif. On économise à peu près la moitié en temps de conception. On va réduire les besoins de main-d'œuvre d'un tiers, et puis on fait un quart d'économie sur les matériaux parce qu'on a pensé le bâtiment de manière optimale, mais jusque dans les moindres détails des différentes plaques et des montants qui vont être mis en œuvre dans sa construction. Alors c'est un peu la mode, effectivement, la mode ou la tendance, on va dire. Donc l'optimisation par des circuits courts avec quelque part la possibilité d'usiner en amont et de monter pour réduire les effets logistiques et donc les nuisances sonores. On le sait aujourd'hui que l'acceptabilité du public aujourd'hui est très difficile pour des projets d'aménagement, de construction. Vous êtes soutenu par le Fonds européen de développement, le FEDER. Vous avez misé sur le bois biosourcé, vous avez industrialisé. Qu'est-ce que vous pensez du Building Information Model, ce qu'on appelle le BIM ? Est-ce que le BIM, on avait estimé à l'époque que si tout le monde passait en chantier BIM, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc si vous avez des chiffres, on est très preneur, on pourrait non seulement économiser du volume en mètre carré et optimiser finalement les surfaces de construction. Est-ce que là aussi, la construction, avec les effets et votre conception liée à Vestac, vous utilisez d'ailleurs, le Building Information Model, et 2, est-ce que vous pensez que ça va se généraliser ? Et si vous avez un chiffre, on avait un chiffre, vous allez me dire si c'est le cas, 25% des chantiers étaient en mode BIM. Alors le BIM, juste que vous rappeliez à nos auditeurs ce que ça représente, ce que ça veut dire. Le BIM, c'est le jumeau numérique du bâtiment. C'est arriver à avoir une réplique exacte. La carte vitale du bâtiment, quoi, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Qui va l'accompagner d'ailleurs toute sa vie. Qui va l'accompagner toute sa vie, depuis sa construction, son exploitation et jusqu'au jour où il faudra le déconstruire. Le BIM, c'est le jalon manquant de la construction modulaire. Pour industrialiser, évidemment, nous avions besoin d'avoir une colonne vertébrale numérique qui nous permette de concevoir le bâtiment en fonction des éléments qui allaient réellement rentrer dans sa fabrication. C'est ce que font toutes les industries modernes, que ce soit l'aéronautique, l'automobile. Et donc c'est évidemment au cœur pour moi de la démarche de construction modulaire et c'est au cœur de la démarche que porte Vestac. Avez-vous des chiffres ? Sur 10 chantiers, quels sont les chantiers en mode BIM ? S'ils atteignent 25%, c'est un miracle. D'expérience, le BIM faisait face à 2 grands écueils. D'une part, l'éclatement vertical entre la conception et la réalisation. Les architectes dessinaient sur certains logiciels et ensuite on rentrait dans une phase d'analyse technique par les bureaux d'études, puis de préparation de la fabrication, à chaque fois avec des standards et des intervenants différents. Donc pour pouvoir correctement utiliser le BIM, il faut avoir une intégration horizontale et verticale et horizontale également, parce qu'une fois qu'on arrive en chantier, vous l'imaginez, si jamais on a 10 entreprises qui arrivent pour faire les travaux, on aura 10 manières différentes d'utiliser la maquette numérique et évidemment, ce ne sera jamais coordonné. Donc 25%, ça me paraît très ambitieux. Chez Vestac, en tout cas, c'est 100%, ça c'est sûr. Dans la construction modulaire, on devrait tendre à 100%. Mais le reste. C'est vrai que l'avantage du BIM, c'est une méthode qui permet en fait d'implémenter finalement différentes disciplines qui cohabitaient pas forcément, et donc d'optimiser la gestion et l'optimisation effectivement du bâtiment. On est dans le cœur de Vestac finalement dans votre conception. C'est comme ça que vous l'avez créé. Tout à fait. C'est la colonne vertébrale logicielle qui permet en fait de gérer tout le processus de conception et de construction du bâtiment. C'est un peu comme quand vous configurez une cuisine chez Ikea et que vous la faites produire en sous-éléments ensuite et que vous l'assemblez à partir d'une notice d'assemblage. Nicolas. Alors, une question qui va être une question presque à un entrepreneur à mi-chemin entre l'activité mais aussi la réglementation. On le disait tout à l'heure, effectivement, les normes sont très strictes en matière de consommation énergétique des biens à partir du moment où les personnes rentrent dans le bâtiment. En revanche, on suit beaucoup moins la façon dont ils sont construits à partir du moment où ils respectent les normes une fois qu'ils sont sortis de terre. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une réglementation qui vienne imposer aux promoteurs immobiliers l'utilisation de certains matériaux ou autres pour que des solutions comme Vestac se démocratisent ? Il y a différents échelons. Je pense que la RE2020 est un bon premier jalon et va devenir de plus en plus prescriptive jusqu'en 2031 par étapes, notamment sur l'indice carbone dans la construction, donc le poids en termes d'émissions de CO2 de chacun des matériaux qui sont utilisés dans la construction du bâtiment.
Ensuite, c'est aussi aux différents échelons de gouvernance de prendre la responsabilité. On voit que certains territoires, certains aménageurs, certaines villes sont moteurs en la matière et poussent à l'utilisation de certains matériaux ou de certaines techniques de construction. Merci beaucoup Sylvain Baujas. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président de Vestac, donc d'être venu nous présenter finalement les initiatives de cette entreprise pour une construction immobilière bas carbone. Et on se retrouve tout de suite dans l'Expert Immo. Et nous continuons ensemble dans la Côte Immo diffusée sur Bismart et Radio Imo. C'est maintenant le moment de l'Expert Immo. Nous avons le plaisir de recevoir Thomas Cotinet qui dirige l'Ecolab. L'Ecolab, donc le laboratoire de l'innovation du ministère de la Transition écologique. Nous le recevons donc avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Thomas Cotinet. Bonjour. Bienvenue donc dans la Côte Immo. Alors le laboratoire de l'innovation du ministère de la Transition écologique abrite plusieurs programmes, dont un programme qui s'appelle Green Tech Innovation, programme donc porté par ce ministère qui vise à soutenir l'écosystème de la Green Tech en France. Alors pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui dans la Côte Immo ? Parce que ce programme labellise un certain nombre d'entreprises en lien avec la transition énergétique, 215 si je ne dis pas de bêtises à ce jour. Oui, tout à fait, ouais. 215, dont une trentaine en fait en ce qui concerne les bâtiments et une vingtaine, 20 exactement je crois, en ce qui concerne la transition énergétique. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment l'innovation peut aider finalement le secteur de l'immobilier à faire sa mue énergétique. Alors question qui n'est pas provocatrice, mais peut-être que la réponse le sera, ou en tout cas les réactions le seront. La transition énergétique et écologique est clairement en cours dans le logement. C'était une des mesures phares du dernier gouvernement Macron. On n'a pas l'impression que les choses vont spécialement évoluer sur le nouveau gouvernement. Elles vont plus peut-être s'intensifier. On a un certain nombre d'acteurs de l'immobilier qui trouvent que ça va trop vite, que le calendrier va trop vite en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Et d'un autre côté, le gouvernement qui considère que cela ne va pas forcément assez vite. Quelle est votre vision sur le sujet, Thomas Cotinet, face à l'urgence climatique d'un côté et à la complexité de mise en œuvre potentiellement du secteur de l'immobilier ou même en ce qui va concerner les locataires ou les propriétaires ? Oui, alors... Dans le domaine de l'innovation, et ça vaut aussi pour le bâtiment, l'accélération, c'est un terme à la mode. Bien sûr. On entend souvent, qui est très fréquent. Et là, c'est un terme qui est justifié. Vous avez vous-même utilisé l'expression d'urgence écologique. Donc, on doit accélérer. Et là, l'action du ministère à travers Green Tech Innovation, elle est tournée vers les entrepreneuses, les entrepreneurs de France qui innovent. Donc, il y a une conviction très forte qu'une partie de la réponse pour pouvoir accélérer, pour de vrai, doit venir de l'entrepreneuriat, des startups et des PME. Et c'est une partie de la réponse à votre question de cette capacité à concilier les deux. Donc il y a encore des solutions à imaginer qui vont permettre de faire la mutation du secteur du bâtiment, mais aussi une évolution de comportement des consommateurs et des investisseurs en matière de logement. Alors, je pense que Sylvain aura un avis aussi sur effectivement cette mue du bâtiment. Peut-être Sylvain, je vous laisse continuer, puis après moi je rebondirai sur les innovations en tant que telles au sein de l'Ecolab. Oui, merci Nicolas. Alors justement, c'est un peu la question qui fâche, Thomas Cotinet, parce que effectivement, on a vu poindre une inflation normative sans précédent sur le précédent quinquennat. On a tendance à penser que le prochain quinquennat sera aussi inflationniste en termes de normes et de lois, et on a l'impression qu'on a une industrie qui ne va pas tout à fait au même rythme. Je prends simplement le volume des passoires dites énergétiques. On estime en lettres F et G plus de 4 800 000 logements. Les 2/3 du parc locatif privé sont occupés par des personnes qui pourraient être éligibles au parc social. On est sur un vrai conflit, on pourrait même dire des contraintes opposées. Alors, ce n'est pas la question piège, Thomas Cotinet, mais comment on fait pour résoudre deux contraintes opposées ? Celle de loger les Français dans de conditions décentes et dignes, et celle d'accélérer la transformation énergétique des bâtiments, quand on sait qu'aujourd'hui, on a un propriétaire sur 3 dont on sait qu'il ne fera pas les travaux de rénovation énergétique. Quand on sait qu'il y a une demande très forte et une offre assez faible sur le marché locatif, comment on fait pour aborder cette notion sereinement ? Puisque, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la question environnementale, il n'y a plus de débat, elle est clairement engagée. Oui, alors en ce qui concerne les activités que j'ai la chance de diriger pour le compte du ministère, je voudrais vous partager un optimisme. Il y a un dynamisme, il y a des initiatives qui sont prises, notamment venant de l'entrepreneuriat, comme je l'évoquais juste avant, mais aussi de la science, de la recherche. Donc comment est-ce qu'on fait ? S'agissant des dispositifs que nous animons, nous faisons le maximum pour qu'émergent plus vite et mieux
ces solutions conçues par des entrepreneurs, par des chercheurs, souvent en partenariat avec une Et ça, c'est collectivité pour être dans le territoriale. timing fixé par l'État? On sait qu'en 2034, sur les 7 lettres énergétiques, 2 vont disparaître. F et G ne pourront plus être mises sur le marché indépendamment des propriétaires occupants. Quand vous parliez tout à l'heure de labellisation, est-ce que, par exemple, le label reconnu garant de l'environnement, c'est un label que vous maîtrisez? Aujourd'hui, quand on voit le nombre d'entreprises labellisées, donc RGE, reconnu garant de l'environnement, pour obtenir les primes de France Innovation, mais aussi de tous les dispositifs d'aide, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que là aussi, l'innovation peut aider à développer encore plus ces entreprises qui ont ce type de label et de garantie? Oui, complètement, parce qu'il ne suffit pas de détecter les bonnes innovations qui vont y concourir, encore faut-il qu'elles soient consommées. C'est-à-dire que l'ensemble de la chaîne de valeur du logement y ait recours et parfois prennent le risque de référencer une solution portée par une start-up, une PME innovante. Et c'est là que nous intervenons avec ce label de l'État, Green Tech Innovation. Nous jouons en quelque sorte le rôle de tiers de confiance. On est aussi dans un moment où il y a beaucoup de greenwashing, donc beaucoup de solutions se prétendent à fort impact écologique, alors qu'elles ne le sont pas forcément. Donc, nous intervenons avec ce label pour faciliter la crédibilité et la mise en visibilité de ces startups, de ces PME qui innovent pour un bâtiment plus durable. Un autre aspect qui n'est pas des moindres, en France, voilà, une grosse partie du marché est activée par des acteurs publics, donc qui ont la responsabilité soit de construire, soit de gérer le facility management de bâtiments publics. Et donc là, on se retrouve face aux enjeux de la commande publique et donc de l'orientation de cette commande publique vers ces innovations vertes dans le secteur du bâtiment. Donc là aussi, c'est un rôle que nous avons pour répondre à votre question, c'est faciliter donc le lien effectif et donc le recours effectif à ces solutions innovantes qui vont permettre d'économiser des tonnes de CO2. On est bien conscient qu'effectivement, ça touche l'ensemble des utilisateurs. Le fait que vous labellisiez, justement, vous faites un peu le catalyseur de ces jeunes startups innovantes. Question, est-ce que quand on est labellisé par Ecolab, ça facilite par exemple le financement, les levées de fonds? Est-ce que vous accompagnez? Parce qu'on sait aujourd'hui que à peu près 72% des entreprises qui se créent dans le monde des startups vont se financer en Europe ou aux États-Unis, qui sont les plus gros financeurs de cette innovation. Et souvent, on reproche à la France, parfois à juste titre, de ne pas suffisamment consacrer de fonds. Est-ce que Ecolab, une entreprise qui a la chance d'être labellisée par vous, a plus de facilité à se financer? Oui, alors le label qui est apporté par le ministère via Green Tech Innovation est un label qui se fait dans le cadre d'un partenariat avec la mission French Tech, avec BPI France, avec d'autres acteurs du financement. Donc on retrouve cette notion que j'évoquais tout à l'heure de tiers de confiance. Donc c'est plus simple pour être financé? Oui, donc nous organisons des pitchs investisseurs, donc des journées où nous convions par typologie de levée de fonds recherchée des startups, des PME et des investisseurs. Et que se passe-t-il? Même si un grand nombre d'initiatives de ce type existent déjà, le fait pour un investisseur de savoir que l'État a labellisé la PME en question, c'est un sacré signal, parce que encore une fois, on a ce sujet du greenwashing. Un grand nombre d'entreprises, petites ou grandes, décrètent qu'elles ont un très fort impact écologique. C'est un peu nouveau. Il y a 2-3 ans, il suffisait pour une start-up de se créer, de dire qu'elle était innovante et verte, et elle attirait tout de suite. Désormais, il y a besoin de garantir la réalité de l'impact écologique. Justement, pour éviter ça, quelle est la méthodologie pour être labellisé par le programme Green Tech Innovation en matière de bâtiment? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir cette certification en disant on aide à la transition énergétique du secteur immobilier? Donc chaque année, les ministres lancent ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt. D'accord, donc c'est eux qui définissent la politique finalement à suivre sur l'année à venir en matière d'immobilier spécifiquement ou même de manière plus générale de transition énergétique? C'est beaucoup plus général parce qu'on retrouve tous les marchés de la transition écologique. Donc au mois d'octobre, pendant ce qu'on appelle le Meetup Green Tech, un événement où il y a plus de 3000 personnes qui réunissent l'ensemble des acteurs publics et privés des marchés de la transition écologique, on lance cet appel à manifestation d'intérêt. En général, il y a 200 à 300 entreprises qui candidatent. Et là, on sélectionne celles dont on va considérer qu'elles vont avoir un fort impact et aussi une originalité de cette sélection, qu'elles vont directement concourir aux politiques publiques de la transition écologique. C'est-à-dire qu'on utilise les critères classiques de sélection, de détection des startups et des PME innovantes sur le potentiel technologique, le profil des dirigeants, le modèle économique, mais on rajoute
et on surpondère, on rajoute un critère de lien avec les politiques publiques de la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples un peu de ce qui est innovant aujourd'hui pour le secteur de l'immobilier? Vers quoi va le secteur de l'immobilier ou de la construction de bâtiments demain? Qu'est-ce qui va changer dans les années à venir? Alors, je vais compléter, si vous voulez bien, la question de Nicolas. Vous avez 215, je crois, start-up labellisées. C'est bien ça, hein, 215. Voilà, donnez-nous la proportion de ceux qui travaillent dans le côté, on va dire, green tech, orienté construction, logement, pour savoir. Et puis enfin, un truc qui va nous faire plaisir, c'est est-ce que la France a du talent en la matière? Oh, elle en a toujours un petit peu. Oui, alors sur la première question, alors déjà c'est 215 entreprises labellisées, mais c'est au total plus d'1 millier de startups qui sont accompagnées, parce qu'on accompagne aussi les startups qu'on ne labellise pas. Voilà, sur ces 215 qu'on a labellisés... Pourquoi vous les accompagnez, mais vous les Oui, en fait, on a labellisez une position d'animation de l'écosystème français. On fait tout pour démultiplier des collaborations qui, sinon, n'auraient pas lieu. Par exemple, entre des collectivités territoriales et des startups, des PME qui peuvent leur apporter une solution sur le champ du bâtiment et sur d'autres champs. Et donc ça, c'est un travail qui doit se faire en continu et qui n'est pas réservé aux startups labellisées. Donc sur ces 215 startups, en gros, une cinquantaine concernent le secteur du bâtiment, de la ville durable et de l'énergie. Une trentaine sont vraiment des pure players du bâtiment et une vingtaine sont sur les enjeux de pilotage énergétique qui servent beaucoup au bâtiment. Et enfin, votre question, la France a-t-elle du talent? Ben oui, elle a énormément de talent. On a des acteurs académiques d'excellence qui sont reconnus dans le monde entier. Donc, on sait produire de la science. Maintenant, on parle de deep tech. Donc, on a une capacité de rupture dont le secteur du bâtiment doit profiter. On a des grands leaders industriels qui ont montré aussi qu'il était possible de faire émerger des champions. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est voir beaucoup plus de start-up et de PME se développer vite et bien. Et ça, on estime qu'on a tout pour y arriver. Ce sera le mot de la fin de votre interview, Thomas Cotinet. On va maintenant passer au chiffre du jour et vous restez avec nous. Alors, le chiffre de jour qui va s'afficher, c'est 40 à 80 milliards d'euros. C'est la fourchette estimée pour mener à bien la rénovation énergétique d'1,2 million de logements HLM d'ici 2034 pour respecter la nouvelle loi climat. Face à ce mur, les bailleurs sociaux tirent la sonnette d'alarme. Il leur sera impossible, disent-ils, de financer ces rénovations uniquement par la dette. La Fédération des offices publics de l'habitat réclame un MaPrimeRénov' HLM, un quoi qu'il en coûte climatique, selon Emmanuelle Cos, la présidente du mouvement HLM, qui estime l'enveloppe annuelle nécessaire à 2 milliards d'euros pour la rénovation du parc social. Objectif, ne pas faire porter aux locataires le coût colossal de ces travaux. On est toujours dans le même sujet, même si là on est dans la spécificité des HLM. Merci beaucoup Thomas Cotinet. Je rappelle que vous dirigez l'Écolab, donc au sein du ministère de la Transition écologique. Sylvain, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain et on parlera tendance. Et oui, on a des tendances dans l'immobilier. On peut parler on a du goût. Et ce n'est pas uniquement les agents immobiliers qui vous en parleront, mais tout l'écosystème. On se retrouvera demain à partir de 12h. Merci Nicolas, merci à tous et à demain.